Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De Vraie Vie, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'échange avec Pauline qui est passée d'ingénieure à pâtissière suite à 1 an en Nouvelle-Zélande. Avec Pauline, on a parlé de la désillusion quant à la recherche d'un travail, du manque de sens dans le travail, ce qui a conduit donc à son voyage d'1 an seule en Nouvelle-Zélande et à ses expériences de woofing. Elle vous expliquera ce que c'est. Et on a également parlé de son retour, de son changement de carrière pour passer d'ingénieure à pâtissière. Voilà, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Merci de participer à De Vraie Vie, de partager ton expérience pour inspirer les autres. Pauline, tu as osé choisir ta vie et pour preuve, donc après ton master en neurosciences, tu as travaillé au CNRS en tant qu'ingénieur et tu as décidé de tout quitter pour faire ce que tu aimes, donc un voyage et une formation en pâtisserie. Est-ce que c'était une décision qui a été difficile à prendre ? Alors déjà bonjour Anastasia et merci pour cette interview. Alors oui, effectivement, j'étais ingénieure au CNRS et j'avais le travail un petit peu que tout le monde attend, que tout le monde souhaite. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ce travail et du coup, je suis partie faire un voyage un petit peu sur pas vraiment un coup de tête parce que c'était préparé, mais c'était quand même un peu fou de faire ça et le choix a pas été difficile en fait parce que c'était pas vraiment un choix, c'était vraiment un appel quoi. J'étais obligée par moi-même de devoir le faire, donc j'avais pas vraiment le choix en fait vis-à-vis de moi. Après bon, pour tout ce qui est de la partie pratique, voilà, de quitter son appartement, de devoir faire garder ses affaires, d'organiser le voyage, tout ça. Bon, après, c'est plus, voilà, c'est plus une partie pratique, mais ça se fait, quoi. C'est pas non plus surhumain à faire. Donc voilà, ça se fait tranquillement et c'est comme pour le CAP pâtisserie derrière que j'ai fait donc en revenant de mon voyage. Bah, c'était un choix dans la mesure où en fait j'avais envie de le faire depuis que j'avais 16-17 ans, mais j'avais pas eu l'occasion de le faire à ce moment-là. Et puis bah, quand je suis revenue de mon voyage, j'avais les idées un peu plus claires et je me suis dit que j'avais maintenant vraiment envie de faire ce que j'aimais. Et donc je me suis lancée dans le CAP pâtisserie que je viens d'avoir par ailleurs. Eh ben félicitations. On va revenir sur ça un peu plus en détail plus tard, mais avant donc de poursuivre, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur plutôt ton enfance. Et donc si tu devais décrire la Pauline à 8 ans, qu'est-ce que tu dirais ? Comment est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle a des rêves ? Alors à 8 ans, j'étais encore fille unique. En fait, j'étais le stéréotype de la première de la classe, tu vois. Donc la fille qui est super forte à l'école, qui lève toujours le doigt très très haut comme ça en se tenant les mains, voilà, qui adore faire Qui a toutes les réponses. Ouais, voilà, qui a toutes les réponses, qui adore les maths, qui adore, enfin, vraiment le stéréotype qui a pas trop d'amis dans la cour non plus, quoi. Et voilà, moi je fais pas de vagues, je suis tranquille, voilà, je fais ce que disent mes parents, et puis je me pose pas trop de questions. J'ai pas trop de rêves spécialement à ce moment-là. Je fais ma vie, je fais mes devoirs et puis c'est tout, quoi. Comme une petite fille de 8 ans. Voilà. Est-ce qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui voyageaient ? Et si oui, qu'est-ce que toi ça te faisait est-ce que ça te faisait envie ? Bah non, il y avait pas tellement de personnes qui voyageaient. Alors après, je partais en vacances avec ma maman dans le sud de la France tous les ans. Mon père m'a emmenée à Londres à 10 ans. Mais sinon, non, il n'y avait pas spécialement de personnes que je connaissais qui voyageaient, non. D'accord. Donc si on revient un peu sur tes études, donc toi tu as fait un master en biologie si je me trompe pas, donc spécialisé en neurosciences. Mais avant ça, donc t'attendais de faire médecine. Est-ce que tu dis que tes parents ont eu une forte influence sur ton parcours professionnel, sur tes choix d'études ?
Ouais. Alors, c'est vrai qu'en sortant du lycée, en fait, moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je m'étais inscrite à plein de choses sur la liste des vœux. J'avais écrit fac de philosophie, j'avais écrit fac d'anglais parce que j'ai toujours adoré l'anglais et aussi depuis toute petite, je voulais être prof d'anglais en fait. Et puis ma mère, donc qui est médecin, m'a dit ah mais tu sais, t'as quand même des bonnes notes, tu devrais essayer médecine Mhm. parce que bon. Si tu fais de l'anglais, bah, la science, t'en auras plus après dans ton parcours et ça va te manquer. Alors que si tu fais médecine, bah, l'anglais, tu pourras toujours le pratiquer. Et puis voilà, ton côté scientifique sera satisfait, on va dire. D'accord. Et puis t'auras toujours du boulot dans cette branche. Et puis voilà, donc essaye médecine et puis tu verras bien. Et donc, bah, je me suis dit oui, après tout, c'est une bonne idée. donc, euh, donc je suis montée à Lyon et j'ai essayé de passer en médecine, mais ça n'a pas été le cas. Donc tu as choisi la biologie. Alors j'ai choisi, oui, disons que je suis allée dans la voie de garage de tous les recalés de médecine, D'accord. c'est-à-dire la biologie à la doigt, pour ceux qui connaissent Lyon. Donc voilà, c'est vraiment le truc où on se retrouve tous, une fois qu'on a bien déprimé d'avoir raté médecine, on va tous là-bas. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, tiens, finalement, je vais faire d'anglais puisque c'est ce que tu voulais faire? Bah, je t'avoue que au moment de s'inscrire, c'était donc juste après les résultats, j'étais plus là. J'étais vraiment dévastée par les résultats parce que je m'étais imaginé toute ma vie en fait à partir de ça. Et du coup, quand j'ai vu les résultats et que j'avais pas l'examen, j'arrivais pas à y croire en fait. Et c'est quand tu dis le sol se dérobe sous tes pieds, Ouais. bah c'était exactement ça en fait. Je sentais plus mes jambes et j'ai senti le vide en dessous de moi. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment elle va être ma vie? C'est pas ça que j'ai prévu quoi. Parce que t'avais pas envisagé d'échouer en fait. Ouais, non, j'avais pas envisagé parce que toute ma vie, en fait, on m'avait dit ah, mais de toute façon, toi, t'es une élève brillante, tu feras tout ce que Mhm. tu veux dans ta vie, toutes les portes sont ouvertes pour toi, machin. Et en fait. Et donc là, je me suis pris une grosse claque et je pense que j'étais vraiment pas bien quoi. Sur le moment, bon, je savais pas trop ce que je faisais, donc voilà, c'est plus, je pense, mes parents qui m'ont inscrit à la fac de bio. Moi, j'ai même pas de souvenir en fait de cette période-là parce que j'étais vraiment complètement dans les vapes. Mais bon, je suis revenue après, mais c'est vrai que ouais, pendant 6 mois, j'étais vraiment pas bien quoi. Parce que t'as tenté 2 fois, c'est ça? J'ai tenté 2 fois, ouais. Mais après, bon, la fac de médecine, le nombre de personnes qui échouent. Ouais, bah ouais. La première année, je m'étais dit, ouais, non, c'est vrai que ça va être chaud. La deuxième année, j'étais à fond, mais je bossais tout le temps. J'étais vraiment. En fait, j'ai fait le maximum, quoi. Et je me suis dit, bah, si je fais mon maximum, je vais forcément y arriver, quoi. Parce que quand on veut, Mhm. on peut. Parce que tu vois, toutes les phrases un peu comme ça. Et en fait, j'ai fait le max et je pouvais pas faire plus. Donc de toute façon, voilà, quoi. C'était, c'est comme ça. Du coup, tu fais bio. Donc tu fais ton parcours et donc tu réalises le dernier semestre de ton master, c'est à Newcastle. Est-ce que ça a eu une influence sur ton envie de voyage? Ouais, en fait, c'est moi à la base qui voulais absolument faire mon semestre là-bas et j'ai cassé les pieds à tous les profs du secteur pour absolument partir là-bas. Et pourquoi Newcastle en particulier? Pourquoi Newcastle? Parce que j'adore l'Angleterre. Déjà, je sais pas, j'ai mon cœur qui est là-bas. C'est comme ça. J'adore l'Angleterre. Et puis parce qu'il y avait une fille en fait dans le cursus qui avait déjà était à Newcastle pour son semestre et donc qui avait gardé des contacts un peu là-bas et il y avait une espèce de partenariat entre les deux facs et donc c'était plus simple en fait mais je connaissais pas le nord de l'Angleterre et je me suis dit que comme c'était vers l'Écosse et tout ça devait être sympa donc voilà je suis partie là-bas pendant 7 mois. Et du coup, à la fin, tu as ton master. Donc là, tu décides de revenir en France pour chercher du travail. Mais malheureusement, t'en trouves pas tout de suite. Donc c'est ça, tu cherches pendant 7 mois. Donc tu te dis, bon, je vais faire dans toute la France. Tu trouves pas forcément tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Ouais, je cherchais dans toute la France, mais surtout dans le monde entier. En fait, je cherchais dans tous les pays anglo-saxons qui auraient bien voulu de moi. D'accord. Bah, à ce moment-là, en fait, je me dis, on m'a toujours dit, fais des études, t'auras un bon travail et tout. Si tu travailles bien à l'école, t'auras tout ce que Mhm. tu voudras. Et en fait, bah,
t'arrives sur le marché de l'emploi et même avec un joli diplôme, on te dit bah vous avez pas d'expérience, vous savez pas faire grand-chose, t'as jamais en fait l'expérience ou la qualification qu'il faut. Et toi, t'es plein d'enthousiasme, t'es tout content, t'es là, ouais, j'arrive sur le marché du travail, c'est génial, ça fait... y en a, ils ont commencé à bosser à 16 ans, moi, enfin, ça y est, je vais y aller, je vais commencer à faire mes preuves, à gagner un peu de sous, tu vois, et t'as envie, et en fait, on te casse ton envie, on te casse ton engouement, mais c'est un truc incroyable de faire ça. Je trouve que, enfin, c'est pas qu'à moi que ça arrive, et tous les jeunes à qui on fait ça, mais c'est terrible, parce que casser l'enthousiasme, c'est vraiment, ça craint, quoi. Ouais, t'es motivé, et puis d'un coup, on te dit, ben non, il vous faut déjà de l'expérience, alors que toi, tu sors juste des études, que tu recherches justement de l'expérience. Ouais, c'est terrible. Finalement, tu trouves un emploi quand même, au CNRS, donc c'est à Lyon, donc c'est pas loin de chez toi. Moi qui cherchais du travail un peu partout dans le monde, finalement, retour à Lyon. Bon, pourquoi pas, parce que Lyon, quand même, j'y ai passé beaucoup de temps, et c'est une ville que j'aime bien, hein, c'est super bien, Lyon, donc j'étais pas déçue de rester en France, mais bon, ça va. Tu t'es dit, c'est une opportunité, voilà. Je la prends. Et puis surtout, c'est eux qui me prenaient, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, c'est l'engrenage vicieux où bah, tu fais un peu la carpette parce que t'es prêt à tout pour avoir un boulot au final, parce que t'as tellement la pression bah, de la famille, de Pôle emploi, de toi-même, que au final, ben, tu te mets un peu par terre et puis tu dis oui, dès qu'on te propose un truc, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà. Donc j'ai été embauchée à Lyon en CDD. Donc voilà, j'ai repris mes petites affaires, j'ai redéménagé à Lyon. Et tu me disais, donc c'est un CDD en tant qu'assistante ingénieure, donc de niveau Bac+2. Voilà. Alors que toi, t'as un Bac+5. Au départ, ouais, j'ai été recrutée en tant que Bac+2. Bah voilà, c'est comme ça. Eux, ils font ce qu'ils peuvent aussi parce que la recherche publique a très peu de moyens et que c'est pas facile non plus pour eux de recruter du personnel. Et donc voilà, il n'y a pas de gentil ou de méchant, c'est juste que c'est comme ça et que chacun fait ce qu'il peut, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu as vécu cette expérience de travail ? C'était à la fois très enrichissant parce que j'ai appris plein de choses. J'avais des collègues qui étaient formidables et enfin on s'est bien pas amusé parce que bon c'est le travail hein mais c'est important d'avoir une bonne ambiance. Et ouais j'avais vraiment des collègues, des supérieurs qui étaient géniaux et donc ça m'a vraiment plu. Après le travail c'était intéressant parce que c'était des neurosciences et que ça m'a toujours intéressé, mais en fait on faisait des choses auxquelles je comprenais pas tout, quoi. Tu comprenais pas pourquoi vous faisiez ça ? Ouais, en fait c'était très très complexe. Et vraiment pour comprendre ce qu'on faisait, enfin c'était à l'échelle des neurones, donc on essayait de voir comment les neurones ils communiquent entre eux. Qu'est-ce qui fait que un tel groupe de neurones agit sur un autre et pas sur autre chose. Enfin, et vraiment à ces niveaux-là, c'est quelque chose de très très complexe et pour comprendre, c'est compliqué. Et du coup, ouais, il y a des jours où je me disais mais en fait je fais quoi concrètement ? Qu'est-ce que j'apporte au final à la recherche scientifique, quoi ? Qu'est-ce que j'apporte même au final à la société ? Parce que bon, c'est quand même un centre de recherche national. Et comme c'était de la recherche théorique fondamentale, c'était pas de la recherche appliquée comme de la recherche en médecine par exemple, bah du coup c'était difficile de voir ce que concrètement j'étais en train de faire et les applications qui allaient pouvoir être développées dans le futur, mais dans un futur très très lointain. Donc voilà, au bout d'un moment, ça avait pas vraiment de sens pour moi ce que je faisais. Mais c'était important pour toi donc d'avoir du sens dans ton travail ? Ouais. En fait, je m'en suis rendu compte petit à petit. Hein, c'est pas venu comme ça, comme une épiphanie du jour au lendemain, quoi. Mais ouais, effectivement, avoir du sens à ce que tu fais au travail, c'est important, je pense. Et savoir pourquoi tu te lèves le matin, bah ça fait quand même une différence. Et du coup, ouais, il y avait, enfin, je savais que qu'il fallait le faire, ce qu'on faisait, si tu veux, mais pour moi, personnellement, je voyais pas trop le sens, quoi. D'accord. Ouais. Bon, tu restes dans ce travail, et puis on te propose un deuxième CDD,
Mais en fait, dès le début, tu sais que tu vas pas continuer. Parce que toi, tu veux voyager. Et ça a été quoi, en fait, le déclic pour te lancer? Oui, alors on m'a proposé un autre CDD et déjà là, je me disais que ce serait le dernier, quoi. Parce que, déjà parce que les évolutions de carrière dans le public, c'est pas foufou. Et puis, mais même si on m'avait proposé un CDI, en fait, ça aurait été pareil, je pense. Pour en revenir à qu'est-ce qui m'a fait décider de voyager, c'est que j'avais 25 ans et un jour je me suis dit, oh là là, mais je peux pas faire ce métier-là toute ma vie. Je me voyais dans 40 ans et je me suis dit, ça m'a fait une crise d'angoisse, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me voyais à 65 ans, d'avoir bossé toute ma vie là-dedans et d'être à la retraite et tout, ou même pas d'ailleurs, parce qu'à notre âge, je me disais, oh là là, mais je vais passer à côté de ma vie, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, j'avais 25 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas vraiment ce que j'aimais non plus. Enfin, grosse remise en question en fait. Ouais, je savais pas où je voulais aller, mais j'avais même pas une idée de ce que j'aimais en fait. Et j'ai trouvé ça grave en fait. J'ai trouvé qu'à mon âge, ne pas se connaître et ne pas savoir ce qu'on veut, c'était quand même grave et que je voulais pas du tout me laisser porter par le courant comme j'avais fait jusque-là, quoi, que voilà, c'était fini. Et donc pour toi, le voyage, ça a été en fait un moyen de te chercher, de trouver ce que tu voulais faire. Ouais, c'est... Donc parmi les choses que j'aimais et que je voulais, il y a qu'une seule chose qui est venue, c'est de voyager. Et comme j'ai toujours été attirée par les pays anglo-saxons et que bon, j'étais déjà allée en Angleterre, au Canada, et puis qu'en Australie pour moi il fait trop chaud, j'ai donc décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Parce que en fait c'est la seule chose qui me venait à l'esprit. J'avais rien d'autre. Donc je me suis dit, ben c'est ça, donc il faut que j'aille là-bas. Puis un très beau pays quand même. Et puis voilà, apparemment, ça avait l'air très très joli, au bout du monde, donc je me suis dit, comme ça je serai tranquille, il y aura personne pour m'influencer, ça va être génial. donc voilà. C'est tellement vrai. Donc tu disais tu as 25 ans, tu pars en Nouvelle-Zélande, c'est dans le cadre d'un PVT d'1 an. Comment est-ce que tu as organisé cette première expérience qui était donc très loin de chez toi? Alors en fait, j'ai pris mon billet d'avion 1 an avant de partir. Normal. Et j'étais une psychopathe de l'organisation. Un petit peu. Et ouais, carrément. Et je comptais les jours comme ça sur mon calendrier. Chaque fois que j'allais au travail, je cochais mes trucs et tout. Ouais, enfin génial. 1 an, ça fait long à attendre quand même. Ouais, mais c'est une motivation pour aller au travail. Allez. Là, j'en avais clairement besoin, franchement. Mais du coup, j'ai tout planifié. Donc, je me suis renseignée sur le woofing. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est du travail volontaire dans des fermes en général, où t'es hébergé et nourri en échange de à peu près 5 heures de travail par jour. Donc je me suis renseignée là-dessus, j'ai commencé à chercher des hôtes qui d'ailleurs me disaient tous non mais attends, tu nous demandes des trucs pour 1 an à l'avance, non, reviens 15 jours à l'avance mais pas plus quoi. J'avoue. Donc voilà. C'est ça que tu t'es rendu compte quand même que fallait organiser un petit peu moins peut-être. Oui. Et puis du coup en allant en Nouvelle-Zélande, j'ai pris un billet qui me faisait faire aussi un stop à Tokyo, en Australie, à Singapour. Donc j'ai commencé en fait à programmer mon voyage pour Tokyo. Donc j'ai réservé les auberges, tout ça, j'ai bien regardé tout ce que j'allais visiter, genre chaque jour, tu sais, tu te fais un planning, je vais faire tel quartier, tel resto, tel truc. Donc voilà, et puis j'ai prévu, en arrivant en Nouvelle-Zélande, j'avais 1 mois de woofing prévu chez une dame qui faisait de la permaculture. D'accord, génial. Et donc après, bon, j'avais prévu quelques auberges de jeunesse et tout, mais en gros, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j'avais 1 mois et demi de prévu dans le pays, et après, c'était un peu plus... Mais en même temps, je pouvais pas tellement organiser plus que ça, parce que bon, après, c'est un peu compliqué, quoi, quand tu sais pas ce que tu vas faire, où tu vas être. Mais c'est bien, ça te permet déjà quand tu arrives dans le pays d'avoir, voilà, au moins là je suis sûre que pendant 1 mois et demi, j'ai quelque chose. Voilà, organiser, moi, ça me calme, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que tes proches t'ont dit quand t'as dit que t'allais partir 1 an en Nouvelle-Zélande comme ça? Ils ont rigolé. D'accord. Ils étaient... clairement, ils m'ont pas cru. Hein. La première fois que je l'ai dit, ils m'ont vraiment pas cru. Après, bon, ils sont détendus. Bon, à chaque fois, enfin, genre,
tous les mois à peu près, il me demandait mais ta Nouvelle-Zélande là, ça en est où? Puis je disais non mais je pars toujours, j'ai mon billet, voilà. Et puis au fur et à mesure, il rigolait de moins en moins bizarrement. Et ouais, j'ai même eu des trucs du genre oh mais de toute façon toi t'es pas une aventurière, arrête n'importe quoi, t'es pas capable d'aller au bout du monde comme ça. C'est terrible de dire ça. Bah ouais, mais bon, mais du coup ça m'a conforté dans l'idée qu'il T'as fallait prouvé. que je le fasse et que qu'en fait ouais il y avait des critiques mais c'est pas ça qui allait m'arrêter quoi. Et du coup, tu parlais de woofing. Est-ce que t'as une expérience en particulier qui t'a marqué? Ouais, en bien, je précise. J'étais chez un couple de fermiers qui avait, je sais plus, 900 ou 1000 vaches. Alors pour chez nous, ça fait beaucoup. Euh, mais là-bas, ils avaient tellement de terrain parce que c'est tellement grand en fait, les vaches, elles avaient de quoi pâturer pendant vraiment loin et longtemps. Donc voilà. Et en fait, c'était la saison du vélage, D'accord. saison des petits veaux. Et ils m'ont pris en woofing pendant. Au départ, c'était un mois pour aller chercher les petits veaux quand ils étaient nés et les ramener dans une étable et ensuite les nourrir. Donc, je les nourrissais au biberon Oh là pour les là, veaux. génial. C'est vraiment trop chou quoi. Et au début ils savent pas téter donc ils font n'importe quoi, ils prennent la tétine dans la bouche, ils savent même pas quoi faire et tout. Donc tu les vois faire ça, t'es mort de rire quoi. Et du coup au bout de quelques jours ils prennent le truc, alors après ils se battent avec les autres pour pouvoir avoir la tétine et tout, ils te mettent des gros coups de tête. C'est parce que les gamins ils font déjà 50 kilos quand ils naissent. Hein. Donc ouais, et ils ont des dents et tout, hein, c'est pas des petits bébés. Et du coup, c'est trop chou parce que tu les vois évoluer de petits nouveau-nés à veau qui a un mois et puis qui bastonne les autres et tout, qui court dans les champs, et ils sautent comme des cabris et tout, ils sont trop choux à voir. Et du coup, je me suis tellement plu là-bas. Et puis aussi avec le couple de fermiers qui avaient mon âge en fait et c'était des super héros quoi. Ils bossaient tout le temps, ils étaient super sympas, ils étaient au top. Et du coup je suis restée 2 mois et demi au final. Ah oui, quand même. J'avais plus du tout envie de partir et c'était génial quoi. Je leur cuisinais des petits plats le soir quand ils rentraient parce qu'ils étaient crevés et tout. Tu m'étonnes. Et c'était vraiment le top, quoi. Et ces petits veaux, mais vraiment, j'ai adoré ce woofing. On faisait des balades en quad et tout. C'était génial. Oh là là. Et t'avais aucune expérience en ferme, toi, avant? Non, j'avais aucune expérience, ni en permaculture, ni en ferme, en quoi que ce soit. Hein. J'étais pas du tout qualifiée, mais en fait, dans le woofing, ils te font faire des choses que tout le monde, plus ou moins, pourrait faire, quoi. D'accord. Il t'explique rapidement et puis c'est parti, quoi. Voilà, ils t'expliquent en gros ce qu'il faut faire. Après, ils voient bien si ça t'intéresse, si t'es apte à le faire ou pas. Sinon, ils te mettent sur autre chose, et puis voilà. Super. Qu'est-ce que tu dirais que ce voyage t'a apporté? Grande question. Ce voyage m'a apporté des tas de choses. En fait, ça m'a apporté une direction dans la vie. En fait, ouais, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont tous plus ou moins guidé à leur façon pour que, au final, je m'écoute moi et que je suive mes intuitions à moi et que je fasse ce qu'il fallait que je fasse pour ma vie à moi, sans écouter tous les commentaires extérieurs et en me faisant confiance à moi. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'après j'ai fait mon CAP pâtisserie et que je j'ai pas voulu retourner dans mon ancien travail, tout ça, parce que c'était pas vraiment moi au fond. Et voilà, donc Et ça, c'est le voyage qui t'a aidé à prendre conscience de ça. voilà, le voyage, ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Et puis ça m'a aussi montré que j'étais capable de me débrouiller pendant un an toute seule au bout du monde, dans un pays dont la langue n'était pas la mienne forcément, même si j'adore l'anglais, mais des fois en situation un peu particulière quand t'as du jargon technique parce que t'as des embrouilles
avec certains trucs, bah, t'es quand même paniqué, tu vois, même si tu parles bien. Puis l'accent néo-zélandais est pas mal aussi. Et l'accent néo-zélandais est un peu Et particulier. pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, c'est particulier. Je vous conseille d'aller sur YouTube et d'écouter ça. Ouais, c'est particulier, mais bon, rassurez-vous, c'est quand même On s'y fait. compréhensible. Voilà, mais donc ça m'a appris que je pouvais me débrouiller toute seule. J'ai aussi acheté une voiture en Nouvelle-Zélande alors que je l'avais jamais fait en France, et voilà, ça s'est très bien Super. passé. J'ai fait des woofings, moi qui étais très solitaire et qui j'aime pas vivre en communauté. Par exemple, quand j'étais à Lyon en appart, j'ai jamais été en coloc. J'ai horreur de D'accord. ça, vraiment. Et là, bah, j'étais en woofing, j'étais en auberge de jeunesse et tout. Et ça, c'était un de mes petits défis personnels, en fait, c'était d'essayer d'arriver plus ou moins à vivre en communauté. Et en fait, je me rends compte que maintenant, ça me manque. Ah ouais. J'ai envie de partir en voyage maintenant pour être dans une auberge de jeunesse pour voir des gens, quoi. Est-ce que c'est parce que t'aimais pas ça ou est-ce que c'est plutôt l'image que tu te faisais d'habiter avec des gens? Non, c'est vraiment que j'aime pas ça. Je suis une grande solitaire, et tu peux me laisser une semaine à la maison toute seule, moi je vais sauter de joie. Il y en a qui déprimeraient, mais moi non. Ah, moi aussi je suis comme ça, j'aime bien le petit moment de solitude. Ah ouais, moi j'adore, et vivre avec les autres pour moi c'est plus une contrainte qu'autre chose. Avant j'étais une vraie sauvage, et maintenant je suis toujours sauvage, mais je peux m'attendrir au contact de mon prochain. C'est beau. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner donc aux filles qui osent pas se lancer, qui ont envie de partir en voyage mais qui se disent bon c'est quand même un peu loin, j'ai peur, je vais être toute seule. Bah déjà faut s'écouter soi, donc il y en a pour qui le voyage seul c'est pas une évidence, donc ceux qui le sentent pas, faites-le pas, vous forcez pas à faire ça parce qu'il y en a plein qui le font. Et puis bah après, ouais, un pays au bout du monde, en fait quand tu y es, tu te rends compte que c'est pas si grand que ça. Enfin que en 24 heures d'avion, t'es n'importe où en fait dans le monde. Donc c'est pas si fou, quoi. Euh, Après, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire, ça fait longtemps que vous y réfléchissez, mais bah, il y a encore ce petit blocage de j'ai peur, mes amis me disent qu'il faut pas le faire, ma famille a pas confiance, tout ça. Bon, ben. Après, c'est à vous vraiment de montrer votre détermination, et puis en fait d'arrêter d'écouter ceux qui sont autour de vous, quoi. Ça peut sembler un peu compliqué avec la famille, C'est très difficile, ouais, parfois. avec les amis. Bon, bah ça c'est en fait le petit défi que vous aurez à relever, et une fois que ce sera fait et que vous aurez compris que bah, ce qui compte c'est ce que votre petite voix intérieure à vous vous dit, bah là non seulement vous serez capable de voyager, mais de beaucoup plus, et puis vous comprendrez que vous pouvez compter sur vous-même, et que c'est la seule chose à faire. Tout à fait. C'est vrai que souvent l'entourage chacun projette sa propre peur sur l'autre. Voilà, mais du coup faut réussir à passer au-delà de ça. Et c'est pas forcément évident, mais une fois que c'est fait, effectivement, comme tu dis, on se rend compte que rien n'est impossible entre guillemets, et qu'on est capable de beaucoup, plus que ce qu'on pense en tout cas. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis la peur, au final, la peur de l'autre, enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que t'as des gens qui ont peur en permanence de certaines choses, et du coup, ça va leur arriver, forcément. Des gens qui ont peur des autres, qui disent faut pas faire confiance aux inconnus, des trucs comme ça, bah au final ça va leur arriver, et ça va renforcer du coup ce qu'ils croient. Et d'autres gens qui sont ouverts et qui se disent que les gens sont sympas, qui sont généreux si on leur demande quelque chose, voilà, bah en fait les gens vont être comme ça du coup avec cette personne. Et en fait, il faut pas croire en la peur. Alors c'est dur parfois, mais il faut croire dans la bonté de l'humanité. Alors c'est pas tous les jours facile, hein. Et quand tu voyages, tu te rends compte en fait que l'image qu'on te renvoie des autres pays à la télé, par exemple, c'est toujours le côté négatif, mais que finalement les gens, 95% des gens sont
sont très gentils, quoi. Ils sont très bons. En fait, faut juste leur parler et si tu leur parles en faisant un sourire et en étant poli, bah il y a beaucoup de chances pour que les gens soient cool avec toi en fait. Voilà, ça sert à rien d'avoir peur parce que ta mamie t'a dit qu'il y avait une guérilla au Nicaragua. Bon bah d'accord, mais ça n'empêche pas que les gens là-bas, majoritairement, sont, je pense, très sympas. C'est Oui, pas... il faut toujours faire attention après. Voilà, il faut faire attention. S'il y a une guerre, on évite d'y aller. Voilà, si vraiment tu veux y aller, tu te renseignes. Mais bon, c'est même dans des situations un peu compliquées, en fait, t'as toujours des gens qui sont prêts à t'aider. Si tu sais pas où dormir, bah regarde les émissions Nus et culottés, quoi. Les mecs, ils trouvent tout le temps des gens géniaux pour les aider et les gens sont très contents de les aider, en fait. Ils forcent personne, quoi. C'est... Donc voilà, il faut essayer de pas avoir peur, même si t'es une fille, même si t'es toute seule. Il faut avoir confiance en toi, faut avoir confiance dans les gens, te dire qu'ils sont là pour t'aider, qu'ils sont sympas. Et puis suivre ton intuition. Donc ouais, ça veut dire quand il y a des situations un peu dangereuses que tu le sens pas, bah t'y vas pas, tu forces pas non plus le destin en te disant je suis une warrior, il peut rien m'arriver. Faut apprendre à s'écouter. Voilà, mais ce que tu sens dans tes tripes ou je sais pas où ailleurs, et bah faut l'écouter et puis ça va bien se passer, quoi. Exactement. Donc si on revient un peu donc sur ton voyage, finalement, donc au bout d'un an, tu rentres en France, et puis là tu décides donc de t'inscrire en CAP pâtisserie. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, à mon retour, déjà je tiens à préciser que pour la première fois de ma vie, à mon retour, j'étais pas déprimée. Parce que d'habitude, quand je voyage et que je rentre, c'est une horreur, je pleure pendant des jours, il faut pas venir me parler parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Et là, non, là j'étais bien, j'étais contente de rentrer après un an de voyage, j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire et j'étais contente de rentrer, j'étais bien. Et ensuite, donc, j'avais déjà commencé à regarder depuis la Nouvelle-Zélande les programmes de CAP pâtisserie dans ma région. Et quand je suis revenue, je suis allée aux portes ouvertes, tout ça, mais j'ai rien dit à personne. Donc je me suis inscrite, j'ai fait les démarches avec Pôle emploi, tout ça, et puis et en fait je l'ai annoncé à ma famille une fois que c'était fait, que l'inscription était faite, parce que je voulais pas qu'ils viennent pas m'influencer, mais je voulais pas avoir leur avis en fait. De toute façon ça servait à rien et que j'avais envie de le faire et que ils auraient bien pu dire ce qu'ils voulaient, de toute façon ça aurait rien changé. Et donc finalement comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as annoncé? Ils savaient que je préparais quelque chose, mais je leur avais pas dit quoi. Et ils se sont lancés dans des trucs, ils ont imaginé mais tout et n'importe quoi. Et un coup, il y a même un membre de ma famille qui m'a dit mais tu vas faire une carrière dans le porno, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Mais non. non. Oh mon Dieu. Je fais pas quelque chose de fou quoi. Vous inquiétez pas, il y a rien de... Et quand je leur ai dit que c'était un CAP pâtisserie, ils m'ont dit ah mais ouais, mais en fait mais ouais, ça nous surprend pas parce que t'as toujours bien aimé ça et puis ouais bah ça te correspond bien en fait. Ouais effectivement, ouais, c'est bien. Donc ils étaient un peu déçus, enfin pas déçus, je sais pas trop, mais ça leur a fait un peu bizarre en tout cas que je reprenne pas un travail comme ce que j'avais avant, et c'est vrai que ils avaient parfois un peu de mal à comprendre que bah j'allais pas travailler, j'ai quand même fait un apprentissage hein, mais 8 heures par jour à faire de la pâtisserie, c'est du travail, je vous confirme. Même si t'aimes ça. Voilà, mais pour eux, c'était pas du travail parce que j'étais pas payée j'étais pas payée parce que c'était pas un vrai travail en fait pour eux. Pour eux, c'était plus un loisir, quoi. D'accord. Que j'ai fait pendant un an parce que c'était le lubie et que voilà, mais c'était pas un travail. Donc ça passait mal pour certaines personnes, ouais. Mais ce CAP pâtisserie, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête, en fait, il me semble, quand tu avais 16 ans, non, c'est ça? J'ai toujours aimé, mais comme j'avais des bonnes notes à l'école et que malheureusement
les métiers manuels sont assez mal représentés. Exactement, Et ouais. ben on m'avait dit non, t'as des bonnes notes, continue les études parce que plus t'as d'études, plus t'as de diplômes et meilleur sera ton métier, ainsi que ton salaire, et voilà. Plus tu gagneras d'argent. Voilà. Ouais, l'argent, je pense, est un nœud. Il a des bons côtés et il en a d'autres un peu plus compliqués. Mais bon, c'est bien aussi de s'en rendre compte et puis d'apprendre un petit peu ce que ça nous apporte ou pas. Tout à fait. Et donc tu fais de septembre pardon, à juin, c'est ça, de cette année? Ouais. Et donc comment ça s'est passé? T'as bien aimé? Et ben c'était extraordinaire. Mais vraiment, du début à la fin, c'était génial. J'ai trouvé des collègues parce qu'on était une classe que d'adultes. D'accord. On était dans un établissement où il y avait des jeunes qui passaient leur CAP, leur BP, tout ça. Mais nous, on avait une classe spéciale d'adultes. Donc déjà, retourner à l'école, c'était génial, quoi. C'était trop drôle de voir les petites jeunes de 15 ans qui étaient... Enfin voilà, en plus, moi, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé aller en cours et moi, je me suis régalée, quoi. Donc j'avais des collègues vraiment qui étaient super. J'avais des profs avec qui on rigolait bien et qui nous apprenaient en même temps... tout ce qu'il y avait besoin de savoir en termes techniques sur la pâtisserie. Et puis j'ai fait en parallèle un apprentissage avec un pâtissier de la ville où je suis. Et donc lui, il avait mon âge et il était tout seul dans sa pâtisserie qui venait de monter. Et donc on bossait les deux dans 7 mètres carrés. Enfin, c'était... Vaut mieux bien s'entendre. Voilà. Et là, mais c'était juste génial, quoi. Du coup, maintenant, je dis que c'est mon frère jumeau tellement on est proches, quoi. c'est vraiment... j'ai trouvé quelqu'un qui, à la fois, m'a formé sur le plan de la pâtisserie pure, quoi. Donc, les gestes, les techniques, tout ça, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Franchement, il y avait une ambiance vraiment géniale. Et en plus, cette année, là, où j'ai fait mon apprentissage chez lui, il a participé au meilleur ouvrier de France en pâtisserie à Yssingeaux. Ah, super. Donc, il m'a emmené avec lui. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir un commis ou une personne qui les aide, mais je suis venue avec lui pour déménager le camion avec ses affaires, pour l'aider à faire ses pesées. Pour observer, en fait, aussi. Voilà, et puis pour voir le résultat. Et il y avait 50 des meilleurs pâtissiers de France à l'heure actuelle. Et c'était génial, quoi, qui m'emmène là-bas et tout. Enfin, franchement, cette année d'apprentissage de pâtisserie, c'était top, quoi. Et puis donc, là, ça y est, je viens d'avoir les résultats, j'ai eu mon CAP, ouais. Trop bien. Donc voilà, c'était génial. Et du coup, ton maître, c'est ton maître de stage ou comment on appelle ça? On peut dire ça. Et du coup, lui, il t'a proposé en fait de rester avec lui et de travailler à ses côtés, mais tu as refusé. Alors pourquoi? Oui, c'est vrai. J'ai refusé parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire autrement, étant donné que j'ai obtenu, après 2 ans d'attente, le Saint Graal, en fait, on peut dire, c'est-à-dire le visa vacances-travail pour le Canada. Voilà, je l'ai eu à quelques jours de Noël, j'étais comme une dingue. Donc voilà, il faut que je parte, je n'ai pas le choix, je ne peux pas refuser un PVT pour le Canada. Et donc, dans maintenant 10 jours à peu près, je m'envole pour le Canada. Super. Et comment est-ce que tu imagines donc ce nouveau voyage? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais en fait, c'est que moi-même, je sais pas ce que je vais faire, donc... Mais ça change de ton premier voyage en Nouvelle-Zélande où tu avais tout organisé. Voilà. Alors là j'ai décidé de laisser libre cours à la vie pour me guider. Ouais. Là, pour le coup, j'ai rien organisé. Donc, je pars dans 10 jours. Là, j'ai mon vol quand même, parce qu'il faut pas abuser, mais... C'est ça. J'ai l'assurance que je viens de contracter hier. J'ai fait mon profil sur Woofing aussi hier, donc pareil pour faire un peu de Woofing au Canada. Et j'ai 4 nuits en auberge de jeunesse en arrivant. Voilà, pour l'instant c'est tout. D'accord. T'arrives à Montréal, c'est ça? J'arrive à Halifax, dans l'Est, parce que je voudrais visiter l'Est en fait pendant qu'il fait pas trop froid pour ensuite me réfugier à Vancouver pendant l'hiver. D'accord. Mais en fait, je sais pas tellement ce que je vais faire, ni en termes de travail, ni en termes de
de lieu géographique, ni si je vais acheter une voiture ou pas. Enfin bref, je sais pas. Et la pâtisserie dans tout ça? Et la pâtisserie dans tout ça, si j'ai des opportunités de travailler dans le domaine de la pâtisserie là-bas, pourquoi pas. Sinon, c'est pas grave. Moi, je cherche avant tout, en fait, des personnes et des endroits où il y a une bonne ambiance et où je me sente bien. Donc, après, peu importe un peu le travail, moi, je veux vraiment ouais, bosser dans une bonne ambiance. Donc, après, si c'est pâtisserie, c'est pâtisserie. Sinon, D'accord. ce sera autre Ouais, chose. tu verras. Ah, c'est bien comme ça, t'es vraiment libre en fait et t'es ouverte aux opportunités. Tu me disais en parallèle de ça, t'as plein de petites activités, des passions. Donc tu me disais le chant, la batterie, donc Ouais. t'as un blog voyage aussi, t'as le Reiki. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des activités donc, variées et puis de tester de nouvelles choses en même temps que tu voyages ou en parallèle? En fait, je pense que un des trucs, quand j'ai eu ma crise là, à 25 ans, qui m'a un peu frappé, c'est que j'avais cessé d'apprendre. Euh, ouais, j'allais plus à l'école, je faisais pas de cours, de rien du tout, et j'apprenais plus rien. Et du coup, Mhm. je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, c'était un manque et qu'il fallait absolument que j'apprenne des nouvelles choses. Et donc, j'ai testé plein de trucs que jusque-là, je m'étais pas vraiment autorisée à faire pour diverses raisons. Donc effectivement, je me suis inscrite à des cours de chant et j'ai adoré. Là, cette année, en plus de la pâtisserie, je faisais des cours de batterie. Donc ça, Super. pareil, c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire et tout. Et on m'avait toujours dit, oh mais non, la batterie c'est pour les garçons, la batterie c'est un truc de bourrin. Enfin bref, tout un tas de conneries. Et, euh, et du coup, cette année, là, donc j'en ai fait, j'adore trop, quoi. Je me suis acheté une batterie électronique et je suis comme une dingue dans mon grenier, là. Donc ouais, j'ai fait ça. J'ai fait aussi, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, je me suis mis au Reiki. Donc c'est une technique d'énergétique japonaise, voilà, pour ceux qui veulent regarder sur Internet. Et puis, en fait, je bouquine pas mal aussi. J'ai toujours aimé lire, mais là, je me suis pas mal mis au développement personnel. Attention, D'accord. ça peut faire peur. Ça m'intéresse bien aussi. Mais ouais, c'est... Après, voilà, je dis pas que c'est la panacée et que d'un coup, d'un seul, tous vos mots vont s'envoler. Mais pour moi, en tout cas, ça me fait du bien, j'aime bien, ça m'ouvre l'esprit à des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Et je me rends compte en fait que ce qu'on nous apprend à l'école, ok, c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a plein de trucs à apprendre, et voilà, et si on le sait pas, si on nous montre pas ces autres parties en fait, parce qu'il y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs, hein, mais si personne t'introduit un peu à ça, bah au final tu le sais pas, et tu passes à Mhm. côté de Et il quelque y a chose. plein de choses qui peuvent être réglées avec le développement personnel Ouais. et on n'en a aucune idée en fait. Et on le sait pas, voilà. Non, mais c'est vrai, si personne t'en parle, en fait, Exactement, tu ouais. passes vraiment à côté et c'est dommage, quoi. Bon, Tout à après, fait. comme ils disent dans ces bouquins, là, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, voilà. Je n'en dirai pas plus. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une autre façon de penser et nous autres occidentaux, j'ai envie de dire, on n'a pas du tout été formés à ça. Enfin, Ouais. la spiritualité, c'est des choses, on nous apprend pas du tout à l'école, voilà. C'est vrai. C'est le travail, voilà, c'est la base. Mais il n'y a pas que ça qui existe, c'est intéressant. Et c'est le voyage aussi qui permet de se rendre compte de ça finalement. Ah oui, bah, moi, clairement, ouais, j'ai rencontré quelqu'un pendant le voyage qui m'a ouvert à ça et depuis, vraiment, ça a changé ma vie, en fait. C'est incroyable de dire ça, mais une seule rencontre de quelques jours peut bouleverser vraiment tout un tas de trucs. Alors, est-ce que c'était cette prof de yoga? Oui, c'était une prof de yoga qui était au nord de la Nouvelle-Zélande, qui était malaisienne, enfin malais. Elle était toute seule dans sa grande maison, et donc je suis venue faire du woofing avec elle pendant une semaine. Et elle m'a... Bah, je sais pas comment dire, mais ouais, elle m'a ouvert l'esprit, quoi. Elle m'a fait lire des bouquins dont je me souviens toujours, et
et que je lis encore. C'était quoi ces livres, si tu t'en souviens? C'est spécial, hein, on est d'accord. Moi, ça m'a parlé, mais c'est pas obligé que ça parle à tout le monde. D'accord. C'était en anglais. C'était Louise Hay, Transformez votre vie, je crois, c'est en français. D'accord. Alors, on est d'accord Ouais. qu'il y a des passages, j'adhère pas du tout. Quand elle dit qu'elle a guéri son cancer toute seule, juste en méditant ou je sais pas quoi. Bon, il y a des trucs critiquables, on est bien d'accord. Mais il y a aussi d'autres trucs voilà, qui m'ont en tout cas permis de faire un genre d'introduction ouais, au développement personnel et à la spiritualité et tout ce qui s'ensuit. De se poser les bonnes questions, quoi. Voilà, de se poser des questions et de se dire, bah tiens, je voudrais en savoir plus sur tel ou tel sujet, et puis de lire ensuite d'autres bouquins. Et puis de parler avec d'autres gens de ça, et au final, après tu fais ton propre chemin, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, et ouais, ça a changé plein de trucs sur ma vision des choses, quoi. D'accord. Donc voilà. Super. Et donc tu fais ça, tu voyages, et en parallèle aussi tu veux t'entends te former pour être digital nomade. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu fais beaucoup de choses quand même. Non mais je tiens à préciser, je suis pas du tout hyperactive, je flemmarde dans mon lit à mort. Alors voilà, comme ça, vous avez une image de moi qui fait des trucs. Mais c'est bien, ça rassure. Mais non, vous inquiétez pas, je regarde des séries à fond, je bouquine sur mon canapé comme une grosse larve. Non, vous inquiétez pas, c'est pas... Ah, c'est cool. Je fais pas tout ça d'un coup. Oui, alors, le digital nomadisme. Comment ça t'est venu déjà de faire ça? Parce que t'es pas du tout à la base, t'es pas du tout dans ce domaine d'activité. Ah non, je suis pas du tout là-dedans. Avec mon boulot, j'avais appris un peu à programmer, à coder, tout ça, mais j'ai horreur de ça. D'accord. Ouais, non, les ordis, plus j'en suis loin, mieux je m'en porte en général. Mais du coup, je me suis rendu compte que quand on voyage, il y a souvent des moments où on est dans sa chambre au final, dans l'auberge, et puis où on n'a pas grand-chose à faire, et voilà quoi. Bon, on peut aller discuter avec les autres et tout, mais il y a des coups... T'as pas envie, quoi. Voilà, t'as envie d'être tout seul. Et puis je me suis dit, autant que ces moments où je m'ennuie un peu, je puisse gagner des sous avec, quoi, ce serait cool. C'est ça. Pouvoir gagner des sous en travaillant quelques heures par jour, en choisissant son emploi du temps, c'est le rêve. ça m'a l'air pas mal, ouais, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma micro-entreprise, là ça y est, j'ai eu les papiers avant-hier. Ah, super. Ouais, alors je le fais vraiment au feeling, on va dire, pour le moment. T'as pas de plan précis, quoi. Tu te lances... Ouais, j'ai pas de plan, j'ai rempli le formulaire un peu comme ça. Est-ce que c'est compliqué déjà les démarches pour se lancer? C'est... Oui et non. Faut s'y mettre un peu quand même. D'accord. Ouais, faut quand même avoir une idée un peu précise de ce qu'on veut faire avec. Faut ouvrir aussi un compte en banque séparé. Enfin, il y a quand même 2-3 trucs à faire pour se lancer. D'accord. Moi, par exemple, j'ai encore... là, tout ce qui est comptabilité, déclaration fiscale et tout, j'ai encore pas du tout regardé, donc il faut vraiment que je m'y mette. Ah ouais. Mais c'est pas la partie que je préfère. Ça m'intéresse aussi, mais tu vois, cette partie-là me fait très peur. Ouais, pareil, ça m'a fait pas mal peur en fait, ce projet, mais il fallait absolument que je le fasse avant de partir au Canada, donc je me suis un petit peu mis des coups de pied au cul. D'accord. Pas mal. Et donc ça y est, je l'ai fait, c'est bien. Super. Je me suis inscrite sur plusieurs plateformes en fait pour faire de la rédaction web, de la traduction aussi anglais-français. J'ai mis des photos à vendre aussi sur internet. J'ai des personnes qui m'ont contacté, qui vont faire une start-up pour des conseils de voyage et donc qui m'ont fait passer des entretiens et tout et qui m'ont recruté pour ça c'est super. Des conseils voyage. Donc tu vas faire de la rédaction d'articles pour eux en fait, c'est ça? Non, pas forcément. Tu sais, sur des plateformes, sur Freelancer, bon, il y en a plein, mais pour des entreprises en fait qui ont besoin de contenu pour leur site web ou pour leur blog, ça peut être sur n'importe quel thème, ça peut être sur plein de trucs. Pareil pour la traduction, français-anglais, bon, c'est assez basique, hein, français-anglais on va dire, mais bon.
Je sais parler que ces langues-là, donc en attendant de parler d'autres langues. Et puis voilà, j'essaye un peu de trouver des choses qui sont dans mes compétences. Au final, je trouve que ce qui est compliqué, voilà, c'est de se dire quelles compétences j'ai et qu'est-ce qui est monétisable, quoi. D'accord. Donc après, chacun, c'est vraiment, ça dépend de chacun, et c'est ça qui est un petit peu compliqué peut-être au début pour se lancer, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire concrètement qui va faire que je vais gagner de l'argent avec. Il faut essayer et puis voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas aussi. Parce que écrire des articles, tout le monde n'aime pas ça, quoi. Oui, mais chacun a des talents qui peut C'est ça. permettre. Faut juste trouver comment et voilà, c'est tout. C'est le plus dur en fait. D'accord, super. J'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle De vraies vies. Parce que le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin et qu'on n'est pas obligé de suivre ce chemin qu'on nous a indiqué. Voilà, qu'il faut s'écouter. Et donc, ma question, c'est, pour toi, c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, je sais pas, il y a pas de vrai ou de faux en fait. Tu fais ce que tu peux et puis t'avances. Eh ben écoute, merci beaucoup Pauline. Et puis à bientôt, j'espère. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté De Vraies Vies. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @devraisvies. À bientôt!